Bonjour, suite du chapitre 1 consacré à l'information du consommateur. Nous allons aborder ici les mécanismes de contrôle de l'information donnée au consommateur. La qualité des décisions d'achat prises par les consommateurs dépend fortement de la qualité des informations recueillies. Pour assurer cette dernière, le législateur a adopté des mesures répressives afin de protéger le consommateur contre la présentation de fausses informations. Premier point, les pratiques commerciales trompeuses et déloyales sont interdites. Qu'est-ce qu'une pratique commerciale? Il s'agit d'une action, d'une omission, d'une conduite, d'une démarche ou d'une communication commerciale qui vise à promouvoir, vendre ou fournir un produit au consommateur. Donc cela peut être une publicité, un emailing, etc. Qu'est-ce qu'une pratique déloyale? La pratique doit être contraire aux exigences de la diligence professionnelle. On attend ainsi du professionnel un certain degré de compétence et de soin. Il doit respecter des règles des usages en cours dans le domaine professionnel. Cette pratique doit produire un effet sur le comportement du consommateur. Ce dernier voit son comportement économique altéré de façon substantielle. En fait, sans cette pratique, le consommateur n'aurait pas acheté, son jugement a été faussé. Il faut que les deux conditions soient réunies pour que la pratique soit considérée comme déloyale. Qu'entend-on par pratique trompeuse? Il faut tout d'abord un message adressé au public. Le support importe peu, il peut s'agir de messages sur des bons de commande, sur des factures, des notices, des dépliants publicitaires. Quelle est la teneur de la pratique trompeuse? Il peut s'agir d'actions trompeuses, c'est-à-dire d'actions qui contiennent des informations fausses, inexactes et donc mensongères, ou bien des informations de nature à induire en erreur le consommateur. Par exemple, une pub qui annonce un produit sans colorant alors qu'il en contient est une publicité fausse. Autre exemple, dans une publicité, une boisson composée de substances chimiques était présentée comme une boisson au goût de fruits pressés. Il s'agissait d'une affirmation en soi exacte, mais comme elle était accompagnée de l'image de fruits frais, elle peut amener les consommateurs à croire que la boisson est faite de fruits pressés. Il s'agit de l'affaire Tang, qui a été jugée comme une publicité trompeuse. Autre pratique trompeuse, les omissions trompeuses. Dans ce cas-là, le professionnel oublie, cache une information essentielle ou bien donne des informations incompréhensibles ou peu claires. Il s'agit d'informations essentielles dont le consommateur a besoin pour se décider. Cela touche les informations précontractuelles que doit donner le professionnel. Pour terminer, il existe une liste noire de pratiques réputées trompeuses. 23 pratiques sont recensées, elles s'appliquent aussi entre professionnels. Voici les sanctions pénales et civiles en cas de pratique trompeuse. L'infraction est constatée par des procès-verbaux établis par la DGCCRF et par la Direction générale de l'alimentation du ministère de l'Agriculture. Qui peut être poursuivi? On a le responsable à titre principal, c'est-à-dire la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre. Donc ça va être par exemple le directeur, le dirigeant. On peut poursuivre aussi les complices, à savoir les personnes qui ont aidé ou assisté le responsable à réaliser la pratique. Par exemple l'agence de publicité, l'agence de communication. Qui peut intenter l'action? L'action peut être intentée par le ministère public, les concurrents, un syndicat ou une association. Une action civile peut aussi être intentée par un ou plusieurs consommateurs, un professionnel, afin de demander des dommages et intérêts. Maintenant, la publicité comparative qui est fortement encadrée. La publicité comparative se définit comme toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant implicitement ou explicitement un concurrent ou des biens ou des services offerts par un concurrent. Pour commencer, le concurrent avec lequel une entreprise se compare doit être identifiable. Alors, soit la publicité indique le nom du concurrent, soit le concurrent n'est pas indiqué mais on le devine.
Alors ici, nous avons une publicité faite par Giovanni Rana qui invite le public à acheter une dernière fois un produit concurrent au sien, sans citer de marque. Lustucru l'a attaqué pour publicité comparative, ils perdent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas le nom du concurrent sur le dos du paquet de pâtes. Autre exemple, ici il s'agit d'une publicité faite par Ucar qui se compare à Avis qui est ici identifié. Alors, il faut 4 conditions pour que la publicité comparative soit autorisée. Tout d'abord, la publicité ne doit pas être trompeuse ou induire en erreur. Les informations doivent être vérifiables. Ainsi, l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité. La publicité doit comparer des biens et services qui répondent aux mêmes besoins et aux mêmes objectifs. Donc, par exemple, on va comparer deux voitures qui ont la même puissance, les mêmes options. Ensuite, la comparaison doit être objective. La publicité doit comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Le prix peut constituer à lui seul la base d'une comparaison objective. Cependant, la seule comparaison par le prix risque de ne pas suffire à être une information suffisante pour le consommateur. D'autres informations telles celles sur les qualités respectives des produits semblent utiles. Quatrième et dernière condition, la comparaison ne doit pas être déloyale. Ainsi, la publicité comparative ne doit pas être dénigrante, c'est-à-dire entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques. Alors, voici une campagne publicitaire faite par Cristalline en 2007 dans le métro parisien. Le syndicat des eaux de l'Île-de-France a attaqué Cristalline pour avoir dénigré l'eau du robinet. Ainsi, regardez à droite chaque publicité, chaque affiche. L'eau du robinet est présentée comme n'ayant pas bon goût ou contenant du plomb ou bien comme assimilée à l'eau qui se trouve dans les toilettes. Les juges ont conclu qu'il y avait atteinte à l'image de l'eau du robinet et à la qualité du service public. Cristalline a dû payer une amende de 100 000 € et des dommages et intérêts. La publicité comparative ne doit pas être parasitaire en tirant indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial, à d'autres signes distinctifs d'un concurrent. La publicité ne doit pas créer non plus de confusion entre l'annonceur et le concurrent. Et pour terminer, elle ne peut pas constituer une imitation d'une marque concurrente ou une reproduction d'un bien qui bénéficie d'une marque ou d'un nom commercial protégé. Les sanctions pour publicité comparative illicite sont les mêmes que pour les pratiques trompeuses. On ne peut pas faire de publicité comparative sur les emballages, les factures, les titres de transport, les moyens de paiement ou les billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. Dernier point, les clauses abusives. Comme la plupart des contrats de consommation sont des contrats d'adhésion, il y a des risques de clauses abusives. Le législateur est intervenu plusieurs fois pour réglementer ce type de clause. Or, qu'est-ce qu'une clause abusive? Ce type de clause crée, au détriment du consommateur ou du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. En fait, le consommateur a plus d'obligations que le professionnel. Ensuite, ce déséquilibre est apprécié en examinant toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat. Le demandeur au procès doit apporter la preuve du caractère abusif de la clause en cas de litige, bien qu'il existe une liste de clauses abusives. Donc, il peut y avoir des clauses abusives dans tout type de contrat, dans tout support, bon de commande, billets de train, tickets pour aller au cinéma, etc., etc. Les sanctions. La clause litigieuse est réputée non écrite. On fait comme si la clause n'existait pas.
Le contrat est maintenu, sauf s'il ne peut pas subsister sans la clause inefficace. Alors voici des exemples de clauses abusives. Par exemple, imposer une juridiction compétente au consommateur en cas de litige, ou bien autoriser le professionnel à modifier unilatéralement le contrat sans raison valable et sans le spécifier dans le contrat.